Et on accueille maintenant le professeur Chakfé de Strasbourg qui va nous parler de l'artériopathie radique iliofémorale maintenant. Chers amis, merci tout d'abord à Ruben pour cette invitation dans ce magnifique endroit, ce magnifique congrès. Là, le sujet en question est un petit peu différent du précédent parce qu'on va traiter de grandes pathologies, un grand territoire et des lésions initiales qui vont être différentes. Donc on l'a vu tout à l'heure, nos patients, on les partage beaucoup avec les oncologues. Au niveau de l'aorte sous-rénale, les artères iliaques, on peut avoir du lymphome de Hodgkin et du cancer de testicule. Au niveau des artères iliaques externes, on a le cancer du col utérin et le cancer du rectum. Et au niveau des artères iliaques externes et fémorales, on a une autre pathologie qui est grave, c'est les sarcomes des membres. Donc on a un territoire plus étendu et des affections initiales aussi plus nombreuses. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que pour les doses habituelles d'irradiation, alors je ne suis pas spécialiste parce que ce que j'ai retrouvé sont de l'ordre de 30 à 45 Gray, et que la dose maximale qui serait tolérée au niveau iliofémoral est de l'ordre de 65 Gray. Ce qu'on l'a déjà dit ce matin, la survenue d'une artériopathie radique est tardive, sa fréquence est difficile à estimer, notamment dans le territoire dont je dois traiter, et il n'y a pas de consensus de prise en charge, donc on pourra répondre facilement au quand et comment, on ne sait pas réellement. Alors, l'anatomopathologie, on en a parlé, c'est en effet une série lipidique avec des macrophages fumeux qui sont présents dans l'intima. On a une coiffe fibreuse qui peut survenir avec également des calcifications. C'est quelque part une accélération d'un processus athéromateux. Donc, ce qui est important, c'est que ce processus va survenir de manière tardive, avec une évolution qui peut être chronique vers la sténose et parfois et beaucoup plus rarement des dilatations, mais également des complications aiguës avec des emboles et des emboles fibrinéo-chloriques et des thromboses artérielles qui ont été décrites. Alors, comme là on avait beaucoup moins de chance, on en parle souvent, il y a relativement, je dirais fréquemment, mais on est confronté à cette pathologie-là, mais on s'est intéressé à la littérature sur les 20 dernières années, et on a pu se rendre compte qu'il y avait vraiment peu d'articles qui étaient décrits dans un territoire probablement moins sexy que la carotide. Donc nous avons fait une revue systématique de la littérature, et qu'est-ce que l'on observe? Qu'on a retenu au bout du compte 25 publications, principalement des cas cliniques, 7 séries de cas et 3 revues qui colligeaient en tout 39 cas. L'âge médian de ces patients était relativement jeune, c'est ce qui nous avait surpris avec un sexe ratio de 1,3 en faveur des hommes. La dose médiane d'irradiation qui a été retrouvée dans la littérature était de 40 Gray, avec un délai médian de survenue de 12 ans et des extrêmes qui allaient de 6 mois à 49 ans, et toujours ce sexe ratio dont je vous ai parlé. Les symptômes qui ont amené le patient à consulter étaient tout d'abord en grande partie une ischémie d'effort, une claudication, mais on a retrouvé, et ça c'est important dans le détail de la prise en charge, des ischémies critiques avec troubles trophiques, des ischémies aiguës, des syndromes hémorragiques et des syndromes de masse battante, donc de faux anévrismes. Dans ce que nous avons retrouvé de décrit, c'était dans 79% des lésions iliaques et dans 21% des cas des lésions fémorales, donc relativement rarement décrits. Pourtant, ça existe. Alors, on s'est intéressé au traitement en fonction de la localisation et du type de symptômes. Chez les patients qui ont consulté pour une claudication avec une atteinte iliaque, clairement, ces gens-là ont été traités principalement par des lésions de stenting, comme des lésions, je dirais, athéromateuses, par traitement médical, et également par pontage iliofémoral dans un faible taux de cas. En ce qui concerne les atteintes fémoropoplitées, on retrouve qu'ils ont tous été traités par une chirurgie de pontage veineux. C'est très différent lorsque les patients se sont présentés en ischémie critique. Et là, peut-être qu'on a des tableaux plus étendus, des lésions qui sont beaucoup plus étendues, à plusieurs étages. On voit dans la littérature que dans 40% des cas, c'est l'amputation majeure d'emblée, ce qui est quand même assez surprenant. Des pontages extra-anatomiques, on y reviendra, ça va aussi probablement sur l'extension des lésions, notamment au niveau cutané. Des pontages iliofémoraux dans 20% des cas et des stentings, donc moins nombreux que dans la claudication dans 20% des cas. On n'a pas retrouvé de papiers qui ont décrit des lésions d'ischémie critique sur des lésions d'artériopathie radique fémoropoplitée.
On a des cas d'ischémie aiguë et à chaque fois, ces patients-là, au niveau iliaque et au niveau fémoral, ont été traités par des pontages extra-anatomiques au niveau iliaque et thrombolyse, puis pontage veineux au niveau fémoral. Dans tous les cas d'hémorragie ou de masse battante, donc de faux anévrisme ou de rupture anastomotique, ces patients étaient traités par mise à plat et par réparation, donc par allogreffe généralement in situ dans tous les cas. Donc il n'y en a pas beaucoup non plus. Si on suit ces patients dans la littérature, le délai médian de suivi était de 12 mois. Donc faible, ça c'est le problème de ces études rétrospectives, entre 5 mois et 15 ans. 68% des patients étaient asymptomatiques, 16% récidivaient, avec une survenue précoce en délai moyen de 11 mois, et des resténoses principalement qui étaient responsables de ces survenues. Le décès était observé dans 16% des cas du fait de la pathologie initiale. Donc, en effet, ces patients-là, puisque le délai est relativement long, ont de bonnes chances d'être en rémission ou d'être guéris, mais il y a encore des risques de décès liés à la pathologie initiale. Donc je vous donne quelques exemples. Regardez un petit peu dans le service, on en voit régulièrement. Ça, c'était un patient de 65 ans qui avait eu un cancer de vessie, qui avait été irradié. Et ce qui est un point qui est important, c'est que souvent ces irradiations sont couplées avec des chirurgies de lymphadénectomie. Donc ça, c'est qui complique aussi le geste. Le patient est venu avec une claudication par atteinte iliaque. Il avait une thrombose iliaque au départ, c'est pas l'image. Il a été traité par un stenting iliaque gauche et un pontage croisé qui s'est bouché à 5 mois et qui a été traité ensuite par un pontage axillofémoral. Donc il y a eu des thromboses itératives et ça s'est terminé par une amputation de cuisse. Donc le terrain est quelque chose d'important. On a cette patiente de 80 ans qui avait été traitée, donc irradiée pour un cancer de l'utérus et qui était arrivée 44 ans après, avec un tableau de claudication avec atteinte fémorale qui avait été traité par angioplastie du trépied chirurgicale et angioplastie iliaque associée, avec à 6 mois une récidive qui a nécessité un pontage fémoro-fémoral croisé et à 7 mois, lorsqu'on l'a revu récemment, elle était asymptomatique. Donc, d'autres exemples retrouvés cette fois-ci de la littérature, avec des lésions ici au niveau de l'artère fémorale profonde. J'ai une jeune patiente qui avait présenté un hémangiome de la grande lèvre qui avait été irradié, 12 ans après, claudication, donc qui avait été traitée par une angioplastie chirurgicale de l'artère fémorale profonde. Des lésions, d'irradiation pour des cancers de l'utérus, avec des lésions prédominantes sur les 2 artères iliaques externes, qui avaient été traitées par endartérectomie à droite et, ainsi qu'à gauche. Et cette patiente-là avait récidivé à 18 mois avec une amputation transfémorale. Autre patient, donc cancer du testicule. Là, c'est important parce qu'il y a des irradiations qui sont souvent très importantes au niveau de notre zone d'abord chirurgicale favorite, à savoir le scarpa, ce qui complique les choses. Donc, c'est 13 ans après, claudication par atteinte iliofémorale et également des procédures de chirurgie directe qui ont été réalisées. En conclusion, je voudrais dire que tout d'abord, c'est des lésions sur lesquelles nous sommes exposés, auxquels on ne fait pas vraiment attention, en tout cas moins qu'au niveau carotidien. Et cette survenue étant tardive, on est souvent confronté à des patients qui sont, je dirais, quelque part guéris ou en rémission. Donc je dirais, il ne faut pas être ni trop fataliste, puisqu'on ne va pas contre-indiquer des patients, et il faut les examiner. On l'a dit, c'est pas parce qu'on a été irradié qu'il n'y a pas d'abord chirurgical possible. Il faut vraiment examiner et ne pas regarder le scanner. Mais il ne faut pas faire trop d'héroïsme non plus. En cas d'abord complexe, notamment au niveau du scarpa, on peut toujours aborder dangereusement les vaisseaux, mais il va falloir aussi, à un moment donné, fermer la plaie, et ça, c'est quelque chose qui risque d'être très important. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir privilégier des pontages extra-anatomiques qui nous mettent à distance de cette zone cartonnée qui pourrait être complexe. Il faut, donc, on n'a pas de consensus aujourd'hui dans la littérature. On a été très surpris par cette pauvreté de la littérature. Il faut bien sûr adapter le traitement en fonction de la localisation et des symptômes, donc faire ce qu'il faut, pas trop, je veux dire, c'est là aussi beaucoup de prudence, et souvenir que la prise en charge des lésions sont ce qu'on retrouve, et on y a été confronté, des lésions au stade d'ischémie critique sont souvent des lésions très étendues et qui complexifient réellement la prise en charge, donc il faut la discuter de manière collégiale, c'est important, et prévenir du patient des risques de problèmes de cicatrisation. Enfin, la récidive précoce est très fréquente. Je vous remercie.
Merci beaucoup encore une fois pour ces explications. Est-ce que dans la salle on a des questions dans l'audience ou pas sur le WhatsApp? On a une question ici devant pour Reda. Oui, moi j'ai une courte expérience sur des femmes relativement jeunes, antécédents de cancer de l'utérus irradié, avec des lésions iliaques externes, et pour des claudications chez les femmes jeunes, avec chaque fois échec des traitements endovasculaires et assez bons résultats des pontages. J'ai l'impression, est-ce que c'est ton avis, que alors que l'axe iliaque c'est quand même en premier une indication d'angioplastie, dans ce contexte-là, c'est pas très bon et que c'est plutôt les pontages qui marchent dans ce contexte de sténose radique? Bon, il n'y a pas de données probantes, mais je suis d'accord, le premier cas que j'avais présenté, c'était au départ une oblitération, donc on avait traité de manière endovasculaire tout l'axe iliaque gauche, et il s'est thrombosé très rapidement, alors que c'est pas la coutume. Je pense qu'il faut, en effet, considérer ce risque et éventuellement prôner la chirurgie. Là, une autre question à gauche. Non, il se coiffait. Non. Ah, finalement, non. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va conclure cette session sur les effets secondaires cardiovasculaires des chimiothérapies et radiothérapies. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sessions d'avant? Non. On va pouvoir conclure. En disant qu'au niveau des vaisseaux, au niveau du traitement chirurgical, finalement, avec les nouvelles radiothérapies, on voit que ça se rapproche de plus en plus d'abord de vaisseaux classiques. Donc on peut avoir une approche chirurgicale comme on peut l'avoir pour des pathologies artérielles habituelles. Il faut, je laissais voir au niveau cardiologie, est-ce qu'on a 2 mots à retenir par rapport au bilan à faire avant les chimiothérapies et aux conséquences qu'on peut avoir? C'est vrai que c'est important d'avoir cette collaboration oncologie et cardiologue et vraiment savoir le type de pathologie cardiaque à le patient, mais également oncologique, le type de traitement oncologique pour pouvoir suivre le patient. Il faut vraiment que le cardiologue ait un rôle actif et non pas passif de juste je donne la FEVG, mais vraiment participer au débat parce que arrêter une chimiothérapie, c'est loin d'être sans conséquence pour la patiente ou le patient. Voilà, bon, je vais pas vous retenir plus longtemps pour le repas de midi. N'oubliez pas cet après-midi le déplacement donc du symposium TUAN sur le lymphœdème et le lipœdème qui aura lieu à 14h en salle Ravanne. Et je vous invite également à venir en salle plénière à la présentation sur le tabac qui aura lieu à 15h. Bon appétit à tout le monde.